Amis téléspectateurs, honneur. Merci de faire avec nous un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Prenez garde de n'être pas. Le chemin se plie à la pointure du voyageur. Marchez. Marchez pour donner trace aux vies secrètes, recroquevillées recto verso dans leurs coquilles. Le monde est rond en toute bouche. Prenez chaud de langue avec le mot. Par voie terrestre ou voie marine, et belle la vie, toute voile dehors. Amis téléspectateurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir James Noel, le poète prolifique. James, bienvenue sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Merci Magalestea de m'avoir réinvité. N'oublie pas que tu m'avais déjà invité il y a déjà 2 ou 3 ans. Quelle réinvitation! J'ai l'honneur d'être encore parmi vous, chers téléspectateurs, à Quisqueya, l'île mystérieuse de Magalestea. James, je vous reçois avec émotion car j'ai en main un document assez rare. C'est une œuvre de collection et je vous demanderai de continuer le texte que j'ai entamé. Avec grand plaisir, je vais essayer. Le monde est rond en toute bouche, prenez chaude langue avec le mot. Par voie terrestre ou voie marine, et belle la vie, toute voile dehors. Point besoin de se faire creux pour crier juste et voler vite avec un trou gras dans le dos, en attente sûre d'une paire d'ailes. Prenez garde des pages de garde, sans froisser l'horizon nu des pages tournées sans idée fixe. Qu'on se le dise sur toute la ligne. Les mots sont bien des petits êtres de caractère. À coups de griffes, l'homme des natures brouille et rature son propre visage. Des ombres blessent, mains nues dehors, pour faire l'amour, la face voilée. Un temps viendra, jardin d'étoiles, ampoule mûre, fruit de néant. Le sang versé ne produit pas de rose rouge. Étoile filante et perle qui gicle, pour accoucher et ajouter des couches de trous, des touches de trop dans l'univers. À 2 battants, la nuit des temps fermait le jour. Une main arrive, cœur sur la main, persiste et signe à l'encre de Chine. Orage la main qui grave son nom en profondeur sur l'âge des pierres. Si à l'envers vous remontez une fin heureuse de fin du monde, pour recommencer, allez donc voir chez les Mayas. Îles et naufrages et taches bleues en hiéroglyphes, lézards en marge sous la chemise des vents contraires. Rien à comprendre dans la poésie, braille à scruter, à vivre par cœur, pour aimer large presque en aveugle, le profil borgne du clair de lune. C'est toujours un extrait, bien sûr. Ce texte est un extrait de la poésie parue dans un exemplaire empreinte. Empreinte est sur papier parchemin à tirage limité, 140 exemplaires numérotés de 1 à 140. C'est une œuvre de musée estampillée aux ateliers du livre d'art et de l'estampe. James Noel, c'est un long chemin que celui d'un poète, d'un jeune poète. Vous avez eu votre première publication en 2005. Et depuis, vous avez sorti une dizaine d'œuvres. Et en même temps, parallèlement à cela, vous avez également sorti Intranquillité. C'est une revue, dit-on, luxuriante. J'aime le terme luxuriante. Mais quand on est aussi prolifique, James Noel, comment vit-on sa poésie? Comment arrive-t-on à se débattre entre l'imaginaire, le professionnalisme, la créativité, l'errance et
le fair play, la mise en place, ça fait beaucoup de termes qui jonglent ensemble. Comment cela se passe? Quelle est la vie de ce poète qu'est James Noël? Oui, c'est une question très vaste, c'est la question justement qui pourrait faire l'objet de plusieurs émissions, voire Oui. même plusieurs vies. Et en ce qui concerne justement le poète prolifique que peut-être je suis ou que je suis devenu, je me rappelle en 2007, quelqu'un m'a dit James, t'as combien de livres? J'ai dit j'ai 2 livres. Il m'a dit seulement 2 livres. Et j'ai trouvé que 2 livres c'était déjà trop, parce que un livre c'est pas juste quelque chose qui sort de l'impression, l'objet livre et Sortir puis les textes. et puis le livre est là. Non, c'est tout un travail qui suppose beaucoup de sang, beaucoup de sueur, voire même de sperme, d'ovulation pour les femmes, Et de rêves. C'est tout qui est concentré là. C'est une condensation de choses qui est en toi et de choses qui t'échappent, et surtout les choses qui t'échappent. Et vraiment, c'est l'expression d'un besoin de turbulence même intérieure. C'est-à-dire être prolifique. On est prisonnier de bourrasque. Ah oui, absolument. C'est-à-dire, être prolifique, ben, je pense que maintenant, c'est une condition, c'est quelque chose qui est arrivé, voilà, avec 10 bouquins. Et je pense aussi que si c'était 10 livres, juste pour rire, comment dire, jeté dans l'air comme ça, ben, on aurait pu voir que, ah là, tiens, James triche juste pour avoir Des imprimés. un compte, voilà, un nombre de livres. Mais heureusement, je pense que par le travail, parce que c'est une question de travail, j'ai parlé de sueur et autre chose, mais c'est pour parler encore vraiment de beaucoup d'énergie. Mais c'est surtout dépensée, les émotions. Beaucoup, et surtout aussi, personne ne m'oblige à faire des livres, quoi. C'est pas, si je ne fais pas de livres, c'est pas comme si la police viendra m'arrêter chez moi. Ce qui est là, c'est-à-dire si il y avait des menaces comme ça sur les créateurs, ben là, peut-être on pourrait voir à quel point ils auraient pu donner davantage. Mais qu'est-ce qui pousse à faire des Mais livres? voilà, c'est-à-dire Quel est le stimulant? Quel est le déclencheur? Je pense que c'est une question c'est un besoin physiologique, en tout cas ce qui me concerne. J'écris et c'est peut-être pour retarder mes crises. Et j'écris pour avoir de mes nouvelles. J'adore dire ça. Pourquoi? Parce que c'est au fur et à mesure que j'écris que j'arrive à me retenir et surtout à me saisir, à comprendre, communiquer avec James, à communiquer avec moi-même, avec ce moi intérieur, et surtout avec les autres. Les autres, ça veut dire les auteurs que j'ai lus, et tous les bruits du monde autour de moi, et les silences, etc. C'est-à-dire plein de choses qui sont de l'ordre du secret que j'arrive à capter rien que par ce petit geste d'écrivain, quoi. Donc là, c'est tout un voyage. Oui, c'est un travail de sorcier dans le sens césarien qui disait que la poésie est une magie, quoi. C'est la magie en ce sens-là. Et donc vous êtes tributaire de cette magie. Vous dépendez de cette magie. Oui, mais en même temps... Vous êtes esclave de cette magie. Oui, mais en même temps, c'est paradoxal parce que c'est quelque chose que je cherche à force de travail. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu travailles, tu te découvres et en même temps, tu découvres le monde, tu découvres... Donc il y a une libération. Oui, libération, mais c'est surtout comme quête pour comprendre, pour essayer de comprendre. Et souvent, on croit que c'est parce que tu es... Donc la raison chevauche le rêve là-dedans. Et tout va ensemble. Tout va ensemble. C'est vraiment un cocktail. Serait-ce une folie raisonnable? Et ça peut être une folie raisonnable pour ceux qui ont des choses qui sont de l'ordre de la folie à couver ou à refouler, etc. Et à canaliser, à maîtriser, pour se maîtriser.
Mais je pense que c'est une question de tempérament, parce que être poète ne veut pas dire que tu as exactement le même profil que tous les autres. Et je pense que c'est vraiment une question de tempérament. Et pour moi, justement, c'est pas le fait d'écrire des livres de poèmes qui rend le poète, comment dire. C'est-à-dire, je pense que c'est avant tout un état. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce titre de René Depès, être en état de poésie. Moi, je pense justement, par rapport à mon côté dit prolifique, c'est par rapport à des états successifs, comme des orgasmes successifs, et que certaines peuvent avoir, ou certains, etc., que je suis devenu prolifique, c'est par rapport aux états. Moi, j'écris pas tous les jours. C'est Mais quand vous ça me vivez prend. ça comment? Et dans la jubilation, c'est pas dans l'angoisse. Pas dans la tristesse. Parfois, bien sûr, ça m'arrive d'être angoissé et justement, et quand j'ai ces petites angoisses-là, ou ces grandes angoisses-là, je sais que, tiens, c'est le moment, James, de te poser, parce que ça veut dire qu'il y a un trop-plein. Tu dois te libérer d'un trop-plein, de quelque chose. Donc la poésie arrive dans un débordement émotionnel. Oui, mais c'est pas nécessairement la poésie en tant que vers. Peut-être que c'est un sentiment poétique, mais en même temps, qui peut me passer aussi par la prose. Ça a besoin d'une forme d'expression, d'une forme de délibération qui prend la forme d'écriture, parce que je suis écrivain. Je pense que si j'étais peintre, ça aurait pu pris la forme de jets picturaux. Et voilà, moi c'est en termes d'état. En termes d'état et surtout, bon, comme j'ai appris à aimer ça, à aimer ce que je suis, à aimer mon métier, c'est devenu un métier, dans la mesure où j'ai travaillé pour que ça, pour me faire, pour devenir moi-même. Et donc c'est tout un processus de tricherie, pas de tricherie, parce que en même temps tu composes avec tout ce qui est antérieur. Ça veut dire les poètes qui t'ont précédé, les écrivains qui t'ont précédé, et tu les fréquentes. Moi, je l'on emmagasine. Oui, moi je fréquente beaucoup Rimbaud, Pessoa, Charles Baudelaire, Philoctète, Franck Etienne. Ils sont Emily Dickinson et Shakespeare, etc., qui deviennent mes antennes. Ça veut dire quand je suis en panne, parce que ça nous arrive en écrivant d'être bloqué, de ne pas savoir comment s'y prendre. Ce sont des espaces de ressourcement. Oui, absolument. Et puis à ce moment-là, je convoque ces personnes-là, à la manière même de Hougan, qui appelle, qui invoque les lois, qui viennent au secours du poète. Oui, et ça devient le déclencheur pour que cela reparte. Il faut avoir plusieurs armes quand tu écris pour pouvoir quand même continuer malgré les... Oui, mais dans cette mouvance-là, il y a une place pour la poésie et une place pour la prose. Et vous jonglez avec les deux. Car dans Intranquillité, j'ai d'un côté la prose et d'un autre côté la poésie. Et vous réussissez les deux. Comment arrivez-vous à le faire? Comment vous harmonisez ces deux choses-là? Oui, pour moi, la prose n'est pas séparée de la poésie. Je ne suis pas en train de dire que c'est des chants qui sont tout à fait... distincts? Pour moi, en tout cas chez moi, en tout cas, ce qui me concerne, j'ai toujours un poète sombré dans la prose, quoi, hein. Et à ce que je sache, depuis toujours, j'ai toujours parlé en prose. donc du coup, écrire de la prose, justement, je pense que la poésie en moi, chez moi, est une forme de parachute pour la prose. C'est-à-dire que je sais que donc la poésie est toujours latente. Au secours d'une phrase. Je pense que, par exemple, si j'ai un travail, si je travaille sur une nouvelle ou sur un roman, eh bien, comme par complexe, je pense que par complexe, je peux me dire, tiens, n'oublie pas, James, que tu es poète, eh bien,
tu peux tricher avec de la prose dans la mesure où ça peut être une astuce pour inviter la foule à venir boire dans la main du poète. Et parce que il y a plus d'amateurs de prose que d'amateurs de poésie, parce que souvent la poésie est mal enseignée à l'école et ça fait peur. Ça fait peur dans la mesure où on croit que les poètes sont les poètes vivants, si tu veux, si vous voulez, sont souvent mal perçus. Ils sont comme les êtres à part. Ils sont comme des imposteurs. Qu'est-ce qu'ils font là? On croit connaître les grands, mais voilà, les vertiges, oui, ce sont les poètes maudits. Voilà, mais il y en a d'autres. On croit que ceux qui sont sincères sont déjà partis depuis longtemps. Et ceux ah qui, bon? Oh, et les vivants sont des imposteurs. Donc. Oui, on prête des caractères fantaisistes aux artistes. Et d'ailleurs, en Haïti, c'est même une dernière chance dans la mesure où les gens achètent des auteurs pour leur visage, pour ce qu'ils sont, mais sans faire de compartiment entre les genres. Ils achètent un Georges Castra parce que c'est Georges Castra, ils l'ont vu à la télé, etc., mais sans dire ah je ne veux pas le lire, c'est un poète. En France c'est pire parce que la poésie vraiment il faut vraiment que le poète se cache derrière d'autres visages, voilà, et certains empruntent même le visage d'un slameur, hein. Il y a des bons slameurs qui sont des poètes au départ. Pour faire accepter leur poésie. Oui, parce que c'est... Parce que c'est à la mode. C'est à la mode, comme le roman. Le roman, tu fais un roman, même si c'est mauvais, évidemment, ça ne va pas nécessairement avoir un succès garanti, mais l'éditeur peut s'assurer que c'est pas à perte qu'il va faire ça. Oui, ça va susciter la curiosité. Poésie, ça. Alors ce que je veux dire, c'est que la poésie, c'est un genre passe-partout. Et tu peux même ne pas avoir à écrire, de poème pour être poète. C'est un état. C'est un état, c'est une manière de regarder le monde. Justement, je fais cette revue, bien sûr, avec Pascal Monin, qui est plasticienne et peintre. Et c'est pas par rapport à ce qu'on est, ni comme peintre ou comme poète. C'est notre vision, une vision poétique sur le monde. Et cette vision poétique-là, eh bien, ça baigne dans la musique. Moi, quand j'écoute Chopin, c'est encore de la poésie. On est toujours dans le lyrisme. D'ailleurs, c'est comme ça que je rentre chez quelqu'un comme Nietzsche. Oui. Nietzsche, je n'ai pas été lire Nietzsche pour fréquenter un philosophe. C'est pour sa poésie, c'est-à-dire dans sa prose, même dans ses concepts, etc. Il m'a frappé justement par son âme de poète. Donc la poésie, c'est un genre très très vaste qui n'est pas cantonné seulement aux chants dits poétiques. Oui, mais on traite souvent la poésie en parents pauvres. Mais on a bien vu que c'est des parents riches. Passe-moi l'expression, c'est-à-dire que c'est la poésie. Les poètes, justement, ont toujours eu à cœur de traiter la langue de manière beaucoup plus riche que les prosateurs. Que les autres. C'est chez les poètes qu'on trouve la langue dans sa luxuriance. La plus élevée. Je saisis le terme luxuriant. Parce que Intranquillité est une revue dite luxuriante, et dans la forme et dans le fond. Parlez-nous un peu de Tranquillité. Quelle est la genèse de cette revue, tant prisée actuellement? Intranquillité, d'abord, c'est plus qu'une revue, c'est un rêve. Je la qualifie de rêve déguisé en revue, et qui a pris naissance en Haïti en 2012, quand Pascal et moi avons créé la résidence Passager des Vents à Port-Salut, et où on avait invité des artistes, des poètes de partout, et
en résidence d'écriture. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été souvent invité un peu partout, comme écrivain, poète, en résidence. Et, et là, comme j'en avais presque marre des résidences, j'ai dit, ben tiens, le prétexte pour ne pas tout le temps aller chez les autres, c'est de créer c'est de les inviter chez soi. Notre résidence et en bonne et due forme. En Haïti, ben, avec toutes les catastrophes séculaires et pour arriver jusqu'au tremblement de terre, ben, on est souvent perçu comme un peuple de mendiants politiquement. Et je pense que politiquement, nous sommes un peuple de grande puissance. Et je dis politiquement parce que ça concerne pour moi tous les gens de la vie, toutes les disciplines de la vie artistique. Et donc pour moi, cette terre, ce terreau fertile en créateur est en mesure d'accueillir le monde, non pas pour tendre la main, mais pour ouvrir ses bras, pour offrir l'hospitalité aux imaginaires du monde entier. Donc on a créé la résidence Passager des Vents. C'est ainsi que les auteurs arrivés d'Algérie, de Suède, de France, des États-Unis, ils sont venus en résidence et ils ont été frappés, non seulement par l'accueil, par le cadre, et surtout ils ont été bien payés. Et on voulait faire ça grand par notre vision justement poétique sur le monde, et ça a donné naissance à beaucoup de choses exceptionnelles, comme la revue Tranquillité, c'est-à-dire j'avais reçu tellement de contributions, et donc du coup j'avais profité pour faire un hommage à l'occasion des 50 ans de la mort de Jacques Alexis. Non, pardon, ouais, des 50 ans de la naissance, qui coïncidait aussi aux 90 ans de la mort, de la naissance, pardon, de Jacques Alexis. Et j'avais suggéré ça au journal Mediapart en France, qui avait choisi justement cette rubrique sur Alexis. Et ça a occupé la une de ce grand journal pendant 2 semaines. Et comme en même temps c'était des textes libres de droit, c'est-à-dire le journal m'avait payé pour faire ça, mais en même temps ils m'ont dit que tu peux faire ce que tu veux, tu peux en faire ce que tu veux. Et là, ça me travaillait. Pascal se disait, mais que faire, on a quelque chose à l'épicentre de plein de choses, c'est l'occasion de faire une revue. Donc du coup, toutes ces énergies qui étaient là, c'est-à-dire par le biais de tous ces auteurs. Vous avez mis ensemble 80 contributeurs. On a fait le numéro 1 de la revue. Oui. Et le numéro 1 de la revue, c'était pas destiné, parce que c'est vraiment une aventure passionnante et singulière. C'était pas destiné à être un livre. Et je le dis sans modestie, parce que en général, c'est des choses qu'on cache. On fait semblant que c'est. On pourrait faire semblant que c'est quelque chose qu'on avait là et que nous travaillions parce que c'était une envie de gens extrêmement intelligents. Non, au fait, ce qui est arrivé, on avait tout ça entre les mains, on a balancé sur Internet et puis ça a eu beaucoup de succès. Le Point l'a repris, il y a même eu des reprises par le journal New York Times, c'était sur Internet. Et j'ai même vu des trucs en japonais ou en chinois. C'était un truc qui était une propagation. C'est comme une forme de choléra positif, quoi, si tu veux. Et chikungunya, c'est plus actuel. et j'étais invité au Salon du Livre de Bruxelles pour participer à une table ronde. Et je me souviens, autour de la table, il y avait Mackenzie Yorsel, qui était aussi parmi les invités du Passager des Vents, et Rodney Saint-Éloi, et l'éditeur, écrivain, et Michel Lebris, c'est organisateur comme vous le savez, des étonnants voyageurs. Et c'est là qu'un imprimeur belge qui avait repéré la revue aussi sur Internet, et l'imprimeur a imprimé 3 exemplaires, juste pour me montrer à quoi ça ressemble. Votre revue online imprimée. Et puis, c'était sur la table. Et pendant que je participais à la table ronde, tout le monde regardait en même temps que moi, et je découvrais ça en même temps que les autres. Et Michel Lebris de me dire, James, est-ce qu'on peut se parler de notre main?
m'a dit, James, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu une revue comme ça. Jamais vu une revue comme ça. C'est quelqu'un qui a dirigé une revue avec Jean-Paul Sartre. Donc c'est vraiment c'est un grand monsieur de la culture, un agent de l'imaginaire. Et il m'a dit, si tu arrives à faire cette revue, et tu arrives à l'imprimer, à l'éditer, bien sache que tu as carte blanche aux étudiants voyageurs. Ça veut dire dans les 3 mois qui viennent là. Et comme c'est une revue qui rassemble beaucoup de peintres, de grands peintres, de photographes, etc. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas traiter les images n'importe comment. Je peux me permettre justement de faire une erreur de ma propre poésie parce que je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Mais quand il s'agit des autres, eh bien, là ça devient compliqué. En plus, ma compagne qui est peintre sait ce que ça veut dire, justement parce qu'elle-même elle est galeriste, elle ne peut pas comme ça traiter les artistes. Voilà, c'est une revue, mais en même temps, comment proposer quelque chose qui ne serait pas à désirer, faire quelque chose qui ressemblerait aussi à un très beau catalogue. Et donc on voulait bien sûr faire cette boîte noire pour capter des vibrations de partout. Et maintenant, c'était le monde de la vérité, le monde vérité pour proposer un livre de grande envergure. Moi j'ai dit ça, un livre de grande magnitude pour contrarier les clichés sur Haïti après le séisme. Et donc du coup on a vu un éditeur très professionnel en Europe, en Belgique précisément. Et avant que le livre sorte, tu vois tout. Et l'imprimeur aussi, s'il y a une erreur, c'est que l'imprimeur peut répondre à son erreur, dans le sens qu'on ne va pas payer, on va pas payer. Ouais, tout à fait. Oui. Et c'est comme ça qu'on a réalisé le numéro 1 de la revue. J'ai eu beaucoup de chance à l'occasion de la sortie de cette revue. C'est que pendant qu'on bouclait la revue, on est arrivé au même moment à Rome où j'étais pensionnaire à la Villa Médicis. Et c'est là que j'ai rencontré Vanette Mélier, qui est une designer très connue, et dire que sans elle, par son professionnalisme et son grand talent, on n'aurait pas pu réaliser une revue de cette qualité et en même temps en compagnie d'un graphiste comme Jackie Rousseau. Là, je fais une parenthèse parce qu'en parlant de Vanette Mélier, je veux signaler à mes téléspectateurs que j'ai avec moi un petit livre précieux qui est un pamphlet autour du mur. Et c'est toujours avec elle. Ceci a été fait lors de votre résidence à la Villa Médicis. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle des murs. Attention, sujet tabou. Là-dessus, c'est tout le monde qui fait le mort. Alors, pourquoi vous vous êtes attaqué au mur? Et bon, à la Villa, j'ai des amis qui voulaient jouer au psy, qui me disaient, tiens, tu as fait ce livre sûrement parce qu'il y a eu le séisme chez toi et que les murs ont tué et sans doute c'est pour cette raison que ça t'a pris de les assassiner à ton tour à Rome. Les murs sont les preuves matérielles de la lourdeur de notre époque. En fait, je ne sais pas pourquoi, ce que ça m'a pris. Je sais que je l'ai écrit, que c'était beaucoup de travail. Et justement, écrire, c'est un acte particulier. Ça veut dire, tu peux avoir une idée, peut-être que tu peux avoir une idée, et en écrivant, ben, tu te rends compte que l'écriture aussi te souffle. Tu te dis, tiens, va vers telle direction de préférence. L'écriture est une souffleuse. Oui. et en ce qui concerne les murs, ça tombait bien parce que je me trouvais je me trouvais dans une mégapole de murs en fin de carrière, c'est-à-dire Rome. Rome, oui. Pour moi, c'est la mégapole des murs en fin de carrière, de la mesure où tu trouves des monuments et
qui sont à 10 mètres sous terre, Oui. que tu peux encore visiter. Les catacombes. Voilà, des musées. C'est un musée vivant, Rome. Et c'est une ville très très ancienne. Et donc écrire un livre dans une ville comme ça, je pense que à force de voir des murs à Rome, et je pense que c'est... Vous avez été habité par ces Oui, murs. je pense que... oui, c'était pas... Oui, je vois que nous sommes vraiment des êtres vivants emprisonnés. Emprisonnés. Et souvent, on parle de ceux qui viennent du Nil, au Tiers-Île, dans le cas d'Haïti, comme des gens qui sont emprisonnés, dans le sens qu'ils sont entourés, soi-disant, par des barreaux d'eau, de mer, etc. Des murs d'eau. Des barreaux d'eau. Et là, pour avoir été à Rome avec des murs en fin de carrière partout, et donc justement je me rends compte, mais tiens, on se met des murs, des murailles, on construit des maisons pour se protéger, et souvent aussi ce sont des sites extérieurs de nos richesses et aussi de nos pauvretés, mais on ne se rend pas compte qu'on construisait nos tombeaux, c'est nos Oui, tombes grandeur même. et décadence. Oh ouais, et ce sont nos tombes. Et donc du coup, je voulais mettre comme maçon au pied du mur et pour tenter de les déraciner et parce que je voulais plutôt je voudrais un monde où éventuellement on pourrait faire l'amour à ciel ouvert, En en dehors plein des air, murs. en plein air. Regarde comment il fait chaud. Je pense que c'est un peu par la faute des murs. Oui, vous dites que les murs sont des preuves matérielles de la lourdeur de notre époque. Oui, il manque plus de légèreté. Déjà, on a des vêtements. Maintenant, on a même des murs qui nous entourent. Et puis, et là, voilà une chose démocratique, quoi. Tu trouves des murs partout, 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 partout. Haïti aurait dû être aujourd'hui, à mon avis, peut-être l'endroit où on aurait dû nous éradiquer de cette maladie qu'on appelle les murs, parce que on a vu ce que les murs peuvent engendrer causer. Comme dégâts. comme mort, comme malheur. Oui. Mais en dehors des murs, votre livre ici, le pamphlet, se trouve dans un étui artistiquement construit. Le côté esthétique de la chose est important, que ce soit au niveau du fond ou de la forme, parce qu'il y a le régal pour les yeux au niveau des couleurs utilisées, couleur de l'encre, couleur du carton, et quand on touche, il y a aussi un plaisir tactile. Tout est fait pour que l'on tire une joie, pour ne pas dire une jouissance du contact avec votre imaginaire. Est-ce que c'est voulu? Est-ce conscient ou inconscient? Ah oui, c'est tout à fait voulu, conscient, et puis mais bon, pour moi ce compliment, c'est un compliment qui est tout à fait destiné à la designer, à la graphiste, Annette Mélier, parce que c'est d'abord elle qui m'a demandé de faire un livre. James, faisons un livre ensemble, accouchons ensemble. Et ça m'avait tout de suite motivé. Donc du coup, j'ai pas eu cette idée au départ de faire un livre, de faire ce livre. C'est elle qui m'a dit, James, réfléchis à ça. Oui, mais là encore, c'est un livre de collection. Voilà. C'est une série limitée. Oui, donc du coup, c'était dans le cadre des manifestations à la Villa Médici qu'on appelait El Teatro. Et donc il y a eu une première édition, on n'avait rien fait. Et quand elle m'avait dit ça, donc j'avais 3 mois pour réfléchir. Donc du coup, j'ai eu ce déclic, disons-le. Et j'ai écrit le texte. À ce moment-là, j'ai appelé Fanny pour dire, tiens, tu m'as demandé de faire un livre, voilà ce qui me vient, voilà ce quoi je travaille et ce quoi j'ai travaillé. Je lui ai envoyé le livre. Et en fonction de ce qu'elle a lu, c'est une très grande lectrice, et les textes et tout ce qu'elle sait aussi l'ont inspiré à faire cet objet. Et c'est une artiste contemporaine.
vous pouvez bien remarquer, moi par exemple, c'est la première fois que je vois un livre où la couverture, dont la couverture pardon, se trouve au milieu. C'est-à-dire c'est au milieu du livre que trouve la couverture. Tout de suite, il n'y a pas de titre. Oui. C'est comme un morceau de brique, c'est comme une brique. Voilà, Oui. c'est avec cette apparence-là. Et puis, c'est un livre bilingue dont la traduction a été réalisée par Mia Lecomte, qui est... C'est en français et en qui est italien. qui est poète et traductrice. Et donc à l'intérieur, tu peux voir par exemple les deux langues sont près après une langue, sont presque face à face et c'est séparé par des lézards. Les lézards, on trouve les lézards dessus Oui, comme des brèches dans les murs. oui. C'est tout un travail comme Oui. ça, de va-et-vient. Oui, et entre, à certains moments, l'écriture et Oui. le mur. Et la chose aussi qui est. il y a entrelacement à certains moments. Les deux langues s'épousent. Tout à fait. Et il me vient cette Oh. question pour vous. Comment avez-vous vécu résidence à Port-Salut, résidence à Rome? Sortir d'une île pour aller vers l'autre. Oui. Au fait, le fait d'avoir créé moi-même une résidence à Port-Salut, je pense que ça m'a mis dans une autre posture à Rome. Bien sûr en résidence, mais en même temps, comme je sais comment ça se passe à ma façon au niveau de l'organisation d'une résidence, comment s'occuper des autres. Donc du coup, ce qui m'a donné une distante proximité, et c'est un peu paradoxal, dans le lieu même. C'est-à-dire que j'étais en résidence, mais moi j'étais parmi quelques rares résidents pensionnaires à la Villa Médicis à ne pas avoir eu de revendications, ou du moins pas beaucoup. Pourquoi? Parce que comme j'ai moi-même créé une résidence, donc Vous étiez plus tolérant. oui. Donc du coup, j'étais tout le temps dans une forme de délicatesse. Comment faire pour ne pas envahir l'espace de nos invités, tout en s'occupant d'eux. Et maintenant, j'étais à la villa. Je sais toute la complication que cela exige, que ça implique pour prendre Harmoniser soin, l'ensemble, oui. des familles, parce que là, on était bien sûr à Rome, mais les pensionnaires n'avaient pas 10 ans, 15 ans, bon, comme à Port-Salut. Ça veut dire nous étions 17, mais c'était 17 familles, c'était pas 17 pensionnaires. C'est-à-dire il doit y avoir 2 ou 3 pensionnaires qui n'étaient pas en couple, qui n'avaient pas de famille, qui étaient célibataires. Et donc, du coup, c'était vraiment des familles. Ça veut dire beaucoup de gestion. Absolument. Au niveau de l'administration, au niveau de la direction. Et moi, donc, sachant un peu cela, et j'ai beaucoup triché dans la mesure où à Rome, j'étais pas mal sollicité, donc j'étais tout le temps, souvent à l'extérieur, en voyage. J'ai fait l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, etc. Mais en même temps, je faisais semblant. Ce que je dis là n'est pas trop honnête, hein, mais le fait d'être souvent absent et quand je suis sur place, je sais que je dois produire beaucoup, je sais que je dois travailler. Et donc du coup, je suis passé aussi pour mon pensionnaire modèle parce que je n'étais pas parmi ceux qui revendiquaient. Parce que quand tu es à la Villa Médicis, qui est un château, un cadre exceptionnel, c'est unique et t'as une année pour oui, c'est comme vivre dans un musée. Exploiter les richesses de un royaume, quoi. Oui. Hein. Oui. Et donc du coup, si tu as vraiment des projets de création ou des projets aussi de visiter la ville, donc tu as un programme très chargé. Mais en même temps, tu peux facilement aussi tomber dans les pièges du lieu même parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On est de manière interne, sollicité. Oui. et avec beaucoup de touristes qui viennent parce que c'est Oui. vraiment un endroit Très visité. qui suscite beaucoup Oui. de curiosité, etc. Mais en tout cas, j'ai vécu une année exceptionnelle à Rome. D'ailleurs, j'ai des archives, ça te dit que je peux t'envoyer là-dessus parce qu'il y a être à la Villa Médicis c'est une chose, mais on a eu l'opportunité, en tout cas comme écrivain, nous étions 3 écrivains. Il y avait Pierre Sange et Philippe
et moi, voilà, qui sont trois écrivains. Après, il y avait les autres disciplines. Et comme les écrivains avaient droit, et, on pouvait inviter 3 invités. À l'occasion de ma résidence à Rome, j'ai pu inviter Daniel Laferrière, et qui a fait sensation à la Villa Médicis. Et j'ai invité Michel Lebris et Arthur H. Donc je pouvais inviter seulement des invités qui sont en Europe. Ouais. Des gens vivant en Europe, résidant en Europe. Ou du moins qui étaient de passage en Europe. C'est-à-dire pour éviter les frais du billet d'avion. Ouais. Mais quelles étaient vos attentes et qu'avez-vous pu obtenir de ces attentes? Au fait, à la villa, là où c'est extraordinaire, tu peux ne pas avoir d'attente. C'est-à-dire le plus compliqué, c'est d'y être. C'est de passer le concours. Ils sont plus de 700 à passer ce concours et dire que c'est seulement une quinzaine qui va pouvoir obtenir la sélection, qui va être sélectionnée. Et après, d'abord il y a la présélection et puis il y a l'audition et pour être enfin sélectionné. Donc vraiment c'est un concours de combattants, c'est très prisé, etc. Mais une fois que tu es sur place, et là j'ai adoré ça, une fois que tu es sur place, ben, on te demande rien. Oui, mais l'auteur lui-même a des attentes, non? Bon, si je dois parler pour moi, moi je voulais juste réussir mon année. Et comme je ne connaissais pas vraiment l'Italie, évidemment on était à Rome, mais Rome se trouve en Italie, donc il y a beaucoup de choses à explorer, à exploiter, des villes et des vies à découvrir. Donc du coup, pendant que j'étais à Rome, l'année ne me suffisait pas. Et je sais que je n'avais qu'une année. Et donc du coup, j'ai beaucoup fait de voyages à Rome, en Italie. J'ai beaucoup marché. Et à Rome, c'est une ville vraiment où il fait bon de circuler, d'entrer dans les églises, parce que les églises sont des musées, et maintenant c'est vide, et il y a tous les grands peintres, les Caravaggio, etc. J'étais à Naples, à Florence. C'est ma grande surprise. C'est la ville de Naples qui est une ville exceptionnelle, d'une beauté effarante, oui. Surprenante, et la baie de Naples. Après, j'étais souvent en Sicile, et puis on a eu des amis italiens qui nous ont souvent invités chez eux. On a été souvent en Sicile ou tout près de Florence. On a beaucoup profité là-bas, beaucoup. Et c'est pas fini parce que on a pu nouer des contacts qui sont devenus solides. Par exemple, ma deuxième fille a été conçue là-bas. Donc, quand ma femme et moi sommes rentrés ici, elle était enceinte de 6 mois. C'est-à-dire, c'est sa marraine qui est roumaine et qui est venue pour ce baptême. Et pourquoi ça? Parce qu'on est resté 1 an là-bas et c'était une année très féconde. La preuve, bon, on a fait des livres et des enfants et un enfant. Des livres et une fille. Dites-moi, un poète, il connaît des errances et il y a aussi des moments de chance. Est-ce que vous pensez que dans votre parcours, la chance a compté plus que les errances? Au fait, je ne les compte pas, je suis pas comptable d'erreurs, ni de chance, ni de réussite. Vous vivez comment? Je vis dans la fragilité. Voilà, c'est-à-dire que c'est. Oui, vous m'aviez dit tantôt en coulisses que vous étiez très fragile. Je vis dans la fragilité, je vis dans le tremblement et c'est pas ça n'a rien à voir avec le séisme. Hein. Je pense que le séisme a gâché tout un pan de mon imaginaire. Et j'ai jamais revendiqué ça. Par exemple, après le tremblement de terre, à Paris, dans les tables rondes, les gens me disaient, James, tu te rendais pas compte, hein?
tous tes livres là parlent de tremblement de terre. Et je n'étais pas conscient. Non, non, pas du tout. Mais en même temps, ça me surprend pas. Je sais que l'écriture, l'art en général, pour moi, c'est une forme de sismographe qui capte des vibrations. L'artiste sent des choses qui lui échappent même. Mais en même temps, maintenant que je suis conscient que ça parlait tout le temps de ça, de tremblements, etc. Et là, j'évite d'en parler. Donc du coup, ça contrarie un petit peu mon agenda secret, intime, caché ou inconscient. Et donc voilà. Mais ceci n'empêche pas que je continue à vivre dans cette fragilité. Donc la raison fait des tentatives pour avoir raison de l'imaginaire débridé des poètes que vous êtes. Quand j'écris, par exemple, un livre comme La migration des murs, si c'est bien, bon, c'est très bien. Et après, donc tu es quoi? C'est comme quelqu'un qui est complètement nu et dépouillé de tout. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce qu'il y a des douloureuses appréhensions après un livre? Mais constamment. Je pense que c'est ce qui décide peut-être chez moi de plusieurs livres après, parce que à chaque fois, c'est pas une satisfaction d'avoir fait ça. Au contraire, après avoir réalisé ce livre, c'est tout de suite, c'est la peur de ne pas savoir comment demain sera fait en termes de livres, en termes de créativité, en termes de donc du coup tu es c'est une forme de souffrance. Par exemple, je me souviens pour le numéro 2 de la revue, c'était terrible, hein. Et j'étais pas dans une dépression, c'est pas ça le cas. Je suis pas déprimé, je suis inquiet j'ai des angoisses, mais c'est pas, et heureusement ça ne frise pas la dépression. Quête. Mais c'est une quête, mais en même temps, j'aimerais pouvoir bien m'en passer. C'est juste que je pense que c'est ça, intranquillité. C'est une forme c'est une forme de turbulence intérieure. C'est parce qu'il y a beaucoup d'échos en nous. Bon, je parle en moi, que j'arrive quelque part à faire émerger quelques échos dehors. Et dans le livre Tranquillité, on a cette phrase leitmotiv qui est en exergue dans chaque revue. Vaste. Attendez, je crois que c'est une phrase qui est dans mon Kana Sutra, voilà. Mince chaos du dedans. Voilà, toujours la même transe. Mince chaos du dedans pour vaste écho dehors. Intranquillité a déjà connu 3 publications et il y a une 4e publication en gestation. Vous voulez en parler? Oui. Au fait, en cogitation, en gestation, au fait, le premier numéro qui était sur Jackson Alexis, qui était à l'épicentre, à partir de cette lettre qu'il avait adressée à sa fille Florence, une lettre extraordinaire, et j'avais demandé à des auteurs d'écrire une lettre à leurs enfants réels ou imaginaires en hommage à un enfant. Le numéro 2, c'est sur l'imaginaire de l'Amérique latine. Il y a des choses exceptionnelles qui se sont arrivées avec le numéro 2 de la revue. Par exemple, quand j'étais en Argentine, j'ai rencontré la veuve de Borges, Maria Kodama, et qui m'a, après, on a noué des contacts, disons, très très forts, et qui m'a envoyé des photos inédites de Borges. Et j'ai rencontré aussi le frère de Che Guevara, et j'ai fait un appel à des contributeurs pour écrire sur la thématique du labyrinthe qui est très chère à Borges. Et cette fois, vous en avez eu 150. Et là, c'est sur Christophe Colomb. Je rappelle que le numéro 3 de la revue vient de sortir. C'est pas encore disponible en Haïti. Ce sera dans les semaines qui viennent. Le numéro 3. Le numéro 3, qui rassemble 200 contributeurs, et
couverture de la revue est assurée par Pierre Soulages, qui est, comme vous le savez, Qui se passe de présentation. un monument. Oui, c'est un en France. monument. La poésie avant toute chose. Nous allons revenir encore à la poésie. Est-ce que vous avez en préparation encore de la poésie ou est-ce autre chose? En fait, là, oui, je travaille sur un roman, mais pour moi, c'est le poète qui essaie de commettre là, un roman. Je travaille sur un roman qui était laissé à chantier depuis 1 an à Rome, parce que c'était pour le projet de roman, que j'étais lauréat à la Villa Médicis. Et donc du coup, j'ai beaucoup de retard, même s'il n'y a pas d'exigence de la Villa pour que j'arrive à pondre ce roman, non. Mais c'est pour ce projet de roman, donc j'aimerais bien le terminer. Donc je travaille sur ce projet qui concerne justement Naples, la ville de Naples, et Port-au-Prince. Pour moi, 2 villes qui sont siamoises dans le malheur. Vous savez, il y a ce volcan qui a éclaté à Pompéi. Et pour moi, justement, entre ce volcan qui a détruit toute une ville, et même plusieurs d'ailleurs, et ce qui se passe en Haïti le 12 janvier, bien pour moi, il y a une ligne de faille, quoi, oui, il y a la ressemblance. Il est lié. Donc je travaille sur ce livre, et je travaille aussi, ça je crois que c'est terminé, c'est un livre de poésie et sur un musicien qui a perdu son saxophone. C'est un ami jazzman, Jack Schwarzbart, qui a perdu son saxophone dans un train, alors qu'il était invité pour aller jouer à l'Opéra de Lyon, où j'ai déjà lu. Et j'avais suivi tout ça pendant qu'il allait en voyage. Et j'ai appris après qu'il a perdu son saxophone avant d'arriver à Lyon. Et j'ai vu que l'Opéra de Lyon a fait une annonce que Jack Schwarzbart a perdu son saxophone. Et ils ont promis genre 300 € pour ceux pour quelqu'un qui ramène le saxophone. Et j'ai écrit un poème que j'ai envoyé à Jacques et qui m'a dit ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait pleurer, etc., etc. Mais 3 jours plus tard, ça c'est pas une décision que j'ai prise, hein, c'est que cette petite tragédie m'avait encore, me travaillait encore. C'est comme si c'était pas encore fini. Mais vraiment, hein, je pense que la création d'abord traverse nos corps avant même avant que la décision soit prise par l'intellect, par la conscience claire. Ouais. Parce que là, vraiment, c'était un manque physiologique. Il fallait quand même que je me dégage de ce récipient chimique en écriture pour être libre après. Donc, du coup, je me suis mis à écrire sur les aventures de ce saxophone après sa perte, qui est devenu ce saxophone. Et ça a donné naissance à un livre. Mais au départ, ce n'était pas pensé pour être un livre, c'était un petit poème que je voulais écrire. Il s'appelle Variation Jazz. Non, Variation perdue pour le saxophone de Jazz Schwarzbart. Donc c'est terminé et je l'ai mis dans mon tiroir. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un livre dans mon tiroir et ça me fait plaisir. Il y a une chose étonnamment remarquable avec vous, c'est que quand on suit votre trajectoire, on se rend compte que vous faites appel à tous ceux-là qui ont du talent, sans discrimination. Tout le monde a sa place chez vous. Tout le monde participe avec vous à ce jeu de l'écriture, à ce jeu du talent, à ce jeu artistique qui peut mettre Haïti en valeur. Et là, je prends cette occasion de vous faire ce compliment. Et en fait, ce n'est même pas un compliment, c'est une constatation. Et c'est peut-être une vertu rare, cette générosité chez vous. Nous arrivons à la fin de notre émission et je vous demande un message pour tous ceux-là qui sont ces jeunes et qui viendront participer avec vous à Intranquillité numéro 4. Que pourriez-vous leur dire?
Eh bien, merci de ce compliment. Je pense que ça fera plaisir à Pascal Monin qui gouverne fragilement ce bateau avec moi, ainsi que Barbara Cardone, et puis Jacques Rousseau, Fanette Mélier, qui constituent un peu le noyau dur de la revue. Mais c'est une revue que nous ne faisons pas pour nous. Parce que c'est beaucoup de travail, de sueur, et puis c'est pas une revue qui reçoit vraiment une subvention acquise. Ça veut dire à chaque numéro, on ne sait pas si on va obtenir la subvention, l'argent pour faire la revue. C'est vraiment par accident, annuellement, qu'on réussit le rêve. Et c'est pour ça en même temps que c'est beau. Et puis cette revue, vraiment, c'est pas une revue contre les autres, c'est une revue avec pour nous. Les autres. C'est une revue pour Haïti, pour nous. C'est-à-dire, le fait de mettre, par exemple, je prends l'exemple de Fabien Charles, mais il y a des centaines d'exemples comme ça dans la revue. C'est-à-dire, Fabien Charles qui peut être à côté de Bernard Noël. Et même, par exemple, quand on a un poète mondialement connu, des fois, on peut prioriser même de mettre en avant le jeune, pas pour sa jeunesse seulement, parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Et dans la revue foisonne justement de compagnonnage, d'union libre de cette manière-là. Oui. Comme ça, c'est-à-dire que c'est... oui, il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de clivage de genre, pas de clivage de discipline artistique. Et je rappelle justement, c'est une vision, c'est notre vision poétique du monde. Poétique, ça ne veut dire pas parce que avec un poème, non, moi c'est ce qui sous-tend tous les genres, toutes les disciplines artistiques. Et pour ce qui concerne le numéro 4, je n'aimerais pas tellement en parler parce que c'est pas encore clair dans ma tête, c'est pas encore clair pour les seins de créateurs qui constituent la revue, mais c'est sûr, au moins pour la thématique, ben, je me retiens un peu, mais je sais que ça va être sur ouais, c'est une revue ou un rêve qui va être porté à bout de bras par des jeunes de partout, ceux qui ont entre 17 et 30 ans. Donc si vous avez entre 17 et 30 ans et que vous avez des choses exceptionnelles à nous dire en peinture, en photographie, en écriture, ben la revue Tranquillité, c'est pour vous. C'est pour vous, il faut... Si on ne retient pas quelques contributions, c'est pas contre vous. Et évidemment, comme c'est une revue mondiale, je rappelle que maintenant, la revue est diffusée par Seuil. C'est l'édition Seuil qui assure de la diffusion de la revue. Et ils l'ont fait pour la qualité, parce que c'est une revue qui surprend énormément. Et donc, voilà. Donc la seule contrainte, c'est la qualité. C'est la qualité. Et on n'a pas le choix parce que j'ai expliqué tout à l'heure que c'est avec beaucoup de douleur qu'on réussit à mettre cette revue au monde, à faire que cette revue existe. Donc du coup, on ne sait pas si on va atteindre 10 éditions. Donc à chaque fois qu'on fait un numéro, mais on le fait vraiment avec beaucoup d'exigence, parce que ça va être peut-être le dernier. Donc c'est pas une note de fatalité, hein. Ça veut dire vraiment, c'est hautement exigeant. Oui, c'est pour assurer l'exigence de la chose. James Noël, merci. Merci d'être passé chez nous tranquillement. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom propre, je remercie James Noël. Respect.